C'était le 12 juillet 2017, le porte-conteneur Kea Trader s'échouait sur le récif du Rang dans la nuit. Un an après, quel bilan? Où en est l'enquête? Pour répondre à ces questions, ce matin, nous avons le plaisir de recevoir le capitaine de vaisseau Jean-Louis Fournier. Première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour monsieur. Bonjour Thierry. Le 12 juillet 2017, lorsque le Kea Trader s'échoue sur le récif du Rang, est-ce que vous aviez compris rapidement qu'il s'agirait d'une affaire délicate à gérer? Je crois qu'on a assez rapidement compris que l'affaire serait longue, et d'ailleurs c'était la première analyse, mais notre premier souci c'était de faire un bilan d'abord humain, savoir s'il y avait eu des victimes ou des blessés, et puis ensuite un bilan de pollution, et ça c'est ce qui a été entamé dès les premières heures après que nous ayons eu connaissance de cet échouement. Oui, le plan hors sec de niveau 3 a été d'ailleurs rapidement activé. Un an après, est-ce qu'on peut vraiment parler de catastrophe évitée ? Alors je crois qu'on peut parler de catastrophe évitée quand on voit l'ampleur des éléments qu'il y avait à bord. Il y avait environ 7000 tonnes de produits polluants. Donc c'est des quantités tout à fait considérables. Et si les actions n'avaient pas été prises, ces 7000 tonnes se seraient retrouvées sur toutes les côtes de la Calédonie. Je crois que ça a été évité. C'est une excellente chose. Même si naturellement dans ce type de catastrophe, on ne peut pas absolument tout contrôler. Et donc ces quelques 300 kilos qui sont arrivés sur les plages et qui émulsionnés ont fait à peu près 600 kilos de polluants, mais ce sont des quantités à prendre en compte, mais c'est quand même négligeable par rapport au risque initial. Et puis le deuxième danger, c'était tous ces containers. Il y avait 782 containers à bord qui ont quasiment tous été récupérés. Et on a vu avec la violence des éléments ces containers qui sont passés à la mer et qu'on a retrouvés sur les plages. Ça, ce sont tous les débris solides qu'on a retrouvés sur ces quelques. Oui, c'est ça. On a vu pendant un an une population inquiète à cause de ces débris, des boulettes de fuel également qui se sont échappées, qui arrivaient sur les côtes. L'inquiétude, elle n'est pas retombée. Des coutumiers ont monté un collectif à Lifou, s'interrogent sur les responsabilités. Est-ce qu'il est possible d'aller plus loin pour rassurer les gens des îles ? Alors pour rassurer, je ne sais pas, mais en tout cas pour regarder de façon très objective la situation, ça on peut le faire. Et ce qu'on voit d'abord, c'est que le bateau est entièrement dépollué. Il y a certes encore quelques risques de petits relâchements, donc de boulettes de faible nature, mais quand on regarde, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on n'a rien récupéré, alors que les équipes sont au travail à la mer comme à terre. Vous savez qu'il y a un dispositif de 3 bateaux depuis maintenant un an qui est autour du Kea Trader et qui est paré à récupérer tout ce qui est relâché. Naturellement, quand la mer ne le permet pas, ces relâchements arrivent à terre. Et là, il y a une équipe aujourd'hui de plus de 650 personnes qui a été mobilisée sur toutes les côtes de Calédonie et spécialement sur les îles pour faire du ramassage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucune pollution durable, heureusement d'ailleurs, et grâce au travail de tout le monde que je tiens absolument à saluer, et des coutumiers qui sont très attentifs à la pollution de leur plage et qui nous signalent tout arrivé sur les côtes qui peuvent du coup être traités immédiatement. Et des coutumiers quand même inquiets, les coutumiers de Lifou qui appellent leurs homologues de Maré et de Cougnier à monter ce collectif également. Vous comprenez cette inquiétude ? Je comprends parfaitement cette inquiétude, d'abord parce que j'ai servi longtemps en Bretagne et que malheureusement on n'est pas habitué, parce qu'on ne s'habitue jamais, mais on a vu quelques désastres écologiques de très très grande ampleur où là c'était des dizaines de milliers de tonnes de pétrole qui arrivaient sur nos côtes. Aujourd'hui, je vous dis, au bout d'un an, on est à 683 kilos de produits pétroliers ramassés sur les plages. Donc même si c'est important et même si l'environnement est une donnée essentielle qu'il faut respecter, on est tous en mesure de mesurer les enjeux en cours. Maintenant, la lutte n'est pas terminée. Il y aura peut-être encore quelques relâchements, mais de nouveau de faible ampleur. Tout le bateau a été dépollué. C'est plus de 1000 tonnes de polluants, de 7000 tonnes de fuel lourd et puis 3000 tonnes de diverses huiles qui ont été extraites du bateau. Extraites quasiment, pas à la petite cuillère parce que c'est une image que j'utilise, mais ces 7000 tonnes, elles ont été extraites par pas de 1 tonne, dans des conditions extrêmement difficiles. Et là aussi, le travail de tout le monde est vraiment à saluer. Un rapport sur l'enquête est attendu dans les prochaines heures. On en saura plus sur les responsabilités avec ce rapport ?
Oui, j'en suis persuadé. D'abord, je suis aussi impatient que vous et que tout le monde, hein, pour lire ce compte-rendu d'enquête. Naturellement, tous les gens qui naviguent ont des idées sur ce qui a pu se passer. Je crois que la référence, elle doit rester aux gens qui ont mené l'enquête. C'est l'État du pavillon Malte qui, à l'aide de ses autorités maritimes, doit publier ce rapport qui sera un rapport public et que chacun pourra consulter, je l'espère, le plus tôt possible. Des questions se posent quand même. Comment le capitaine n'a pas pu voir un tel récif, un récif Durand tel que celui-ci, parce qu'il est connu, il est signalé, il est mentionné sur toutes les cartes. Quel est votre avis sur la question? Alors, Vous en avez un. J'ai forcément un avis de marin et tous les marins ont un avis que je vais garder. Vous en avez un parce que vous l'aviez dit à l'époque. Vous l'avez dit, c'est très surprenant avec les moyens de navigation modernes qu'il y a eu cet accident. Voilà, eh bien, je n'ai pas changé d'avis. Une fois encore, c'est très surprenant. Je pense qu'il y a des méthodes qui sont applicables pour éviter ce genre de désastre. Mais vous savez là... Qu'est-ce qui est caché derrière ce mot très surprenant? Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites c'est très surprenant? Il n'y a rien de caché, je crois. mais une fois encore, il ne m'appartient pas de donner les conclusions de l'enquête. Hein. Vous savez que dans ces affaires-là, il y a des responsabilités qui doivent être établies et avec des conséquences assez importantes. Donc ça n'est malheureusement pas ma place de me prononcer sur ce sujet. Voilà, une fois encore, je pense que tous les marins seront appréciés et je les invite tous à aller consulter le site dès qu'il sera publié. Je crois que dans le prochain communiqué de presse, j'espère pouvoir donner l'adresse du site internet sur lequel les conclusions pourront être consultées. Est-ce que vous avez parlé au capitaine juste après le drame? Oui, j'ai croisé le capitaine, oui, effectivement. Alors, pas juste après le drame, parce que ma place n'était pas sur le bateau, hein, on coordonnait l'ensemble des opérations. Combien de temps après? En fait, je l'ai vu la veille de la tentative de renflouement, où on est allé inspecter le navire pour savoir si toutes les conditions de sécurité avaient été respectées pour qu'on puisse renflouer le bateau et si on était dans des bonnes conditions. À ce moment-là, les réparations avaient été faites, le bateau était intègre, on avait presque toutes les chances de pouvoir le renflouer, les conditions météo étaient idéales. Vous étiez encore positif? On était très positifs, oui. Quel était son état d'esprit, son état physique? Alors, le commandant, comme tout commandant qui a mis son bateau au sec, je pense qu'il était, comme c'est une expression de marin, hein, qui a échoué son bateau, je pense qu'il n'était pas dans une disposition psychologique particulièrement favorable. Voilà. Comment il a expliqué lui-même ce désastre, cette attitude? Vous êtes en train de faire l'enquête à la place de l'enquête? Non, j'essaie simplement de comprendre. Voilà, je pense puisque vous avez été l'un des seuls à le croiser, à lui parler. Il y en a eu quelques-uns, il y a eu les enquêtes ont été... En tout cas, vous êtes avec nous ce matin et vous êtes celui qui l'a croisé. Voilà, j'ai croisé un homme qui psychologiquement était très faible et puis à ce moment-là, toutes les énergies étaient concentrées pour renflouer le bateau et vous imaginez qu'un commandant qui a mis son bateau au sec n'a qu'une seule envie, c'est qu'il puisse être renfloué et c'était le cœur de nos discussions et le cœur des efforts. Qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là? Comment il a expliqué ce naufrage? Je pense que les énergies à ce moment-là étaient sur toutes les mesures à prendre pour que le bateau soit déséchoué. C'est là-dessus que ça s'est porté, pas vraiment sur ce qui s'était passé avant. Dans ces moments-là, on cherche vraiment à trouver une solution et pas vraiment à chercher les responsabilités. Voilà ce qui nous a animés ce jour-là. Et pourtant, les responsabilités, il faudra en parler dans les prochaines heures, demain. Aujourd'hui, ces responsabilités doivent être pointées du doigt. Elles seraient où, ces responsabilités? Où elles se situeraient, à votre avis? Je crois qu'un commandant est toujours responsable de son navire, quoi qu'il arrive. Hein. Ça, c'est un principe de base en navigation. Pour le reste, une fois encore, je pense que les conclusions de l'enquête amèneront tout ça. Est-ce qu'on a des nouvelles de ce commandant de bord? Non, pas du tout. Non, il a débarqué juste avant le renflouement et depuis, on n'a pas de nouvelles. On ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est, non. Quand le naufrage a eu lieu, la priorité était la sécurité des personnes, ensuite la pollution, mais un navire aussi gros a forcément eu un impact sur l'environnement. Une évaluation environnementale doit avoir lieu. Oui, alors c'est une chose qui a été faite de premier abord. Hein. La société Polaris a été engagée pour pouvoir faire ça. C'est une société privée engagée par les armateurs sur nos recommandations. Pas de prendre cette société-là, mais de faire un état des lieux. Par ailleurs, la marine, qui garde un œil attentif sur ce qui se passe, a effectivement également fait un état des lieux. Il fallait hydrographier ce récif pour pouvoir intervenir à côté du bateau. Donc on a une idée assez précise de la nature des dommages qui ont été faits sur le récif. Comment se porte le récif ?
Alors, le récif est un récif qui vit des conditions difficiles de façon naturelle. C'est une anomalie géologique du Pacifique Sud. Vous savez que c'est un récif qui affleure à 6 mètres d'eau et qui monte de moins 2000 mètres à 6 mètres en quasiment 2 nautiques, c'est-à-dire 4000 mètres. Donc c'est comme un pic sous-marin. Et donc c'est des conditions de mer très difficiles sur ce récif qui permettent pas au corail de se développer, qui permettent pas non plus à la flore et à la faune de se développer. Donc c'est une anomalie géologique intéressante, très intéressante. Il n'y a pas eu d'impact avec ce naufrage sur le récif. Vous dites garder un œil alors. Alors c'est du corail dur, c'est du corail dur sur ce récif. Alors vous imaginez quand même 22 000 tonnes qui arrivent à 18 nœuds, ça fait quand même un bel impact sur le récif, bien sûr. Cela dit, c'est comme une calotte de corail dur qui a naturellement souffert de l'impact, mais comme il y a peu de vie, là encore il ne m'appartient pas de faire l'évaluation à la place des organisations dont c'est le métier, mais on n'est pas sur le corail flamboyant qu'on trouve dans notre lagon, par exemple. Donc une évaluation qui doit encore venir. Elle est attendue pour quand, cette évaluation environnementale ? Une première évaluation a été faite quelques semaines après l'échouement, et puis sur les phases qui vont venir, on est en train de faire nettoyer le récif des morceaux qui sont tombés. Il y aura une autre évaluation plus complète qui sera faite avant l'enlèvement des morceaux d'épave. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant. Capitaine de vaisseau Jean-Louis Fournier, commandant de la zone maritime de Nouvelle-Calédonie. On se retrouve à 7h06. L'invité de la matinale sur la première. Il est 7h07 et pendant 10 minutes, le standard est ouvert. Le 258, nous évoquons ce matin la catastrophe du 12 juillet 2017, le porte-conteneur Kea Trader qui s'est échoué sur le récif d'Uran. Nous en parlons ce matin avec le capitaine de vaisseau Jean-Louis Fournier. Thierry Belmont. Dans quel état aujourd'hui se trouve le Kea Trader ? Aujourd'hui, le bateau est coupé en deux. La partie avant est très endommagée. Elle est très réduite également. Sur les 5 cales qui existaient, 3 ont été détruites et sont posées sur le récif aujourd'hui. Donc il reste une petite partie avant et puis la partie arrière avec une cale et puis la partie machine. C'est difficile, j'ai lu, d'approcher le navire. En ce moment, même en mer calme, ça reste compliqué. Alors depuis le début, vous savez que c'est une zone extrêmement difficile d'approche. D'abord, c'est une vraie singularité. Ce récif en haute mer, et s'échouer en haute mer, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est un cas unique, je pense. Et du coup, compte tenu de l'éloignement et des conditions de travail sur zone, toutes les manœuvres mises en place étaient des manœuvres tout à fait uniques. On va partir vers le téléphone, il y a des questions. Le standard, bien sûr, avec Christian. Bonjour Christian. Bonjour. Soyez le bienvenu. À poser. Oui, on vous écoute. Au nom de la marine, là. Oui. Hier soir, il a dit à la télévision qu'ils allaient fabriquer une barge, je ne sais pas quoi, là, pour extraire l'épave du Kea Trader. Pourquoi on ne se sert pas des barges qui existent dans le monde ? Parce qu'il y en a. Il suffit d'aller sur Internet et de regarder. Il y a des barges immenses avec des grosses grues qui, je suis sûr, sont capables de soulever les morceaux de l'épave. Merci pour votre réflexion, Christian. Jean-Louis Fournier vous répond. Oui, vous avez raison, c'est une bonne remarque. Simplement, sur le récif, les conditions sont tout à fait exceptionnelles. Pour pouvoir y travailler, il faut avoir un tirant d'eau inférieur à 4 mètres et il faut avoir la puissance de levage d'environ 400 à 500 tonnes. Et ça, malheureusement, ça n'existe pas sur étagère. Les barges que vous trouvez sur Internet, elles sont de divers types, mais elles ne peuvent pas travailler par petit fond et par forte houle. Et donc, les cabinets d'architectes navals ont été obligés de trouver diverses solutions et je vous garantis qu'un certain nombre nous ont été proposées, diverses solutions pour pouvoir approcher ce bateau dans les conditions de mer qu'on trouve sur le récif d'Uran. Donc ce matériel spécifique qui va être construit sur 1 an, c'est énorme, ça veut dire ça va rallonger encore les travaux qui ont actuellement lieu ? Oui, vous avez tout à fait raison. Oui, ce sont des efforts titanesques. Je pense que si vous avez tous bien suivi la façon dont été extrait le pétrole puis les containers du bateau,
On n'avait aucun moyen d'approcher des barges suffisamment longtemps pour pouvoir décharger ce bateau, hein, ce qui était initialement prévu, mais ce qui aurait été infiniment plus rapide. Hein. Donc le pétrole a été évacué par pas d'une tonne, hein, avec des petits containers d'une tonne et par hélitreuillage. Pareil pour les containers, hein, qui ont été les plus gros ont été évacués par les Sea Crane que vous avez vu, hein, ces énormes hélicoptères qui ont été contractualisés en Australie, et puis les plus petits ont été découpés et sortis également par hélicoptère. Donc c'est des conditions vraiment très très difficiles, uniques au monde. Et c'est la raison pour laquelle il faut trouver des moyens originaux pour pouvoir intervenir. On retourne au standard avec Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Jean-Louis, merci de votre patience. Bonjour. Vous êtes en direct si vous avez une question à poser. Alors moi j'ai une autre question à vous poser. Quel est le coût de cette opération? Est-ce qu'on a une idée de ce que ça coûte? Alors, on a quelques idées. Je ne vais pas vous donner de chiffres, d'abord parce que les chiffres sont confidentiels à l'industrie. Hein, Les assureurs ne veulent pas dévoiler ces chiffres-là, mais on est bien au-dessus du prix du bateau actuellement. Donc, les frais qui ont pu Le bateau, il coûte combien? Le bateau coûtait, il était tout neuf, hein, donc il coûtait 25 millions de dollars à peu près. On est bien au-delà de ces chiffres-là. Et qui paye? C'est les assureurs? Alors c'est un consortium d'assureurs, hein, qui paye. C'est un armateur très sérieux, hein, qui était très bien assuré. Et donc jusqu'à présent, toutes les interventions sont prises en charge. On a retrouvé notre auditeur. Oui, on a retrouvé. Et en fait, c'est pas Jean-Louis, c'est Yannick qui est avec nous. Bonjour Yannick. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu. On vous écoute. Une question. Oui. On parle de l'épave, oui, ça c'est un fait. Mais tous les boulettes de carburant qui sont dans les fonds marins, là, combien de temps ça va? Il y a tout ce qu'on récupère dans les rivages. Mais dans les fonds marins, entre l'épave et les îles Loyauté et la Calédonie, ça doit être... ils doivent être nombreux là-dedans. Et combien de temps ça va durer? Merci Yannick pour votre question. Vous répond Jean-Louis Fournier. Voilà, alors je pense que tout ce qui concerne les carburants et les polluants, c'est quasiment terminé. Hein. On tient au jour le jour deux courbes, la courbe de tout ce qui est retiré du bateau et puis la courbe de tout ce qu'on récupère en mer et tout ce qui malheureusement arrive à terre. Et on voit bien depuis maintenant 3 mois que les polluants qui arrivent à terre sont, je ne parle pas des débris, hein, je parle des polluants d'hydrocarbures, sont très réduits. On est vraiment sur des quantités infinitésimales. Donc raisonnablement, on peut dire que c'est quasiment terminé. On imagine que les autorités ont pris des précautions, des mesures, mises en place donc des procédures pour éviter à l'avenir ce genre de catastrophe. Quelles sont ces mesures, ces procédures qui ont été imaginées ? Alors ça, ce sont les règles de circulation maritime, je dirais, et vous savez que maintenant, tous les bateaux sont dotés d'un système d'identification automatique qui permet de connaître leur position. C'était le cas du Kea Trader. C'était le cas du Kea Trader, absolument. Mais vous savez également qu'on est dans le Pacifique Sud et qu'on n'est pas à l'entrée de la Manche, et que donc la navigation y est d'une densité infiniment moins importante, et que l'ensemble du Pacifique n'est pas surveillé. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri de notre drame de ce type à l'avenir. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri, et tous les marins savent que naviguer n'est jamais sans risque. D'une erreur humaine. D'une erreur humaine. Et c'est bien le principe de responsabilité des commandants qui fait que le commandant conduit son navire avec les responsabilités qui vont avec. Et on n'a pas renforcé les mesures de sécurité? Il n'y a pas moyen de faire quelque chose, de mieux contrôler, d'être plus vigilant pour les autorités calédoniennes? D'un commandant d'être plus vigilant pour la conduite de son navire? Non, je ne parle pas du commandant, mais je parle des mesures de sécurité mises en place, puisqu'on est dans les eaux territoriales calédoniennes. Alors, on n'est pas dans les eaux territoriales calédoniennes, on est en haute mer. Et donc, en haute mer, la navigation dans est notre libre. Zone économique. On est dans notre zone économique, donc c'est une zone de navigation libre. Les gens se signalent de façon volontaire. Et aujourd'hui, on n'a pas changé les règles de navigation maritime. Et la mer reste un espace de liberté sous la responsabilité du commandant qui conduit son navire.
en toute sécurité. Et donc aujourd'hui, on n'a pas de règle internationale pour changer ce concept où le commandant est responsable de son navire, il a les éléments pour pouvoir naviguer en sécurité, il est responsable de son équipage, il est responsable des dommages qu'il peut causer. Voilà. On a parlé du coût de ces opérations, plus de 25 millions de dollars, en tout cas c'était le prix du bateau, qui était quasiment neuf. Un coût également pour la Calédonie, puisqu'il y a eu quand même des opérations, des engins qui sont partis de chez nous. Alors, de chez nous, il y a effectivement beaucoup d'engins, de moyens, d'entreprises qui ont été mis à contribution et qui ont participé à toutes les phases de l'opération. Et heureusement, elles l'ont fait avec grand professionnalisme. Et je parle en particulier des gens qui sont occupés des transits en hélicoptère, des gens qui sont occupés de la dépollution. Tout ça, c'est un coût global que je ne connais pas, mais je vous dis l'ensemble qui des ne sera opérations, remboursé par les assureurs. Qui est déjà payé. Oui. Qui est déjà payé. Toutes les entreprises qui travaillent sont payées par l'armateur via ses assurances à chaque fois que la prestation est couverte. De même que tous les gens qui ramassent sur les plages sont payés par les équipes qui sont mises en place. Allez, autre réaction au téléphone. Il nous reste 1 minute pour conclure cet entretien. On va partir au standard. On y retrouve Félix. Question de Félix et réponse Caroline, pardon. Bonjour Caroline. Bonjour, c'était pour rebondir justement par rapport aux assurances. Je voulais savoir une petite précision. Est-ce que l'assurance prendra en charge justement tous les impacts environnementaux? Parce que le démantèlement du bateau, c'est une chose, mais ensuite, voilà, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que les assurances vont continuer à couvrir les frais liés aux impacts environnementaux? Merci à vous et excellente journée. Merci Caroline pour votre réponse. Le capitaine de vaisseau Jean-Louis Fournier pour une réponse rapide. Merci capitaine. Bon, la réponse est clairement oui. On a des procédures pour évaluer la nature des impacts et les assurances prennent en charge l'ensemble de ces frais. La raison pour laquelle les réponses ont été si rapides et si vives, en particulier sur le ramassage ou sur le dispositif qui est en mer, c'est justement parce que les assureurs savent très bien qu'il vaut mieux prévenir que guérir et ramasser au plus près que de payer toute pollution. Donc ce processus est en cours et l'État est suffisamment outillé pour discuter avec l'armateur. Oui. Le Haut-Serre a eu cette phrase, on est dans une course contre la mer et la fin est écrite, c'est toujours la mer qui gagne. C'est votre avis également, on doit rester prudent, il faudra encore attendre? En face de la mer, on doit toujours rester modeste. Oui, je crois qu'il n'y a absolument aucune discussion là-dessus. C'est elle qui décide in fine. Nous, on essaye de limiter les impacts que ce naufrage a pu provoquer, dont on n'est pas responsable, mais en tout cas, notre responsabilité, c'est de limiter au mieux et sans aggraver le phénomène, sans suraccident. C'est bien là où c'est important. Il faut faire très très attention à ce que les remèdes qu'on apporte aujourd'hui soient pas pires que le mal qui a été causé. Et ça, c'est une ligne de conduite. Capitaine de vaisseau Jean-Louis Fournier, commandant de la zone maritime de Nouvelle-Calédonie, merci d'être venu ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. Il est 7h18. Si vous avez manqué les coups de cœur et les coups de gueule d'hier, pas de souci. Axel et Alex vous ont préparé un best-of, une sorte de florilège des meilleurs moments. C'était l'invité de la matinale sur La Première.